Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, atelier de vulgarisation des études sur le genre. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afghanistan, l'armée américaine a entamé son retrait. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a condamné avec force l'attentat à la bombe dirigée contre le Premier ministre Abdallah Hamdok. Cette condamnation du chef de l'État est intervenue dans le cadre d'un message de soutien et de solidarité qu'il a adressé hier au Premier ministre soudanais. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent d'autant plus à moi pour dénoncer avec vigueur la tentative de meurtre dirigée contre vous, Monsieur le Premier ministre, et qu'elle porte la marque des détracteurs hostiles à l'expression d'un Soudan stable, pacifié, où l'ensemble de sa population vit sous l'emblème de l'unité et de l'équité ainsi que de la fraternité, a écrit le président Guelleh. Sous votre leadership politique, le Soudan a indéniablement accru sa cohésion et volonté de vivre ensemble des différentes composantes de son peuple, a ensuite noté le chef de l'État djiboutien. Il a indéniablement aussi noué avec un véritable processus de rupture avec les obstacles lourds de conséquences qui étaient contre-productifs à son évolution sereine vers la voie du progrès et du développement durable, a également fait observer le président Ismaël Omar Guelleh, réitérant l'expression sincère de son soutien et appui au Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Autre actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé aujourd'hui une importante réunion sur le projet transformateur de l'école djiboutienne. Le ministre était entouré du secrétaire général Mohamed Abdallah Mayoub ainsi que l'inspectrice générale des enseignements généraux, Mouna Ismail Abdou, la secrétaire exécutive du comité supérieur de l'éducation, Ayane Ousmane Abrar, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des enseignants apprentissage, Moukhaled Abdelaziz Hassan. La rencontre qui s'est déroulée au siège du MENFOP a vu la participation de tous les cadres du ministère, à savoir les directeurs généraux, les directeurs ainsi que les chefs des services, l'ensemble des chefs d'établissement scolaire, mais aussi les inspecteurs, conseillers pédagogiques de tout ordre d'enseignement de la capitale et des régions de l'intérieur. Dans un mot d'introduction, le ministre a souligné la vision portée par ce projet de transformation de l'école djiboutienne à l'horizon 2024, dont la conception, la préparation et l'élaboration ont pris 2 années pour embraser tous les aspects et les plans de l'école. Il a rappelé que l'ensemble des acteurs de l'école et les partenaires ont pris part à l'élaboration de ce projet qui réunit toutes les conditions pour une mise en œuvre réussie. Le ministre a loué le leadership et l'engagement des chefs d'établissement qui a constaté lors des évaluations des terrains les présentations qui ont donné lieu à des échanges nourris entre les participants et le ministre et les hauts responsables du MENFOP. Autre nouvelle, le ministère de la Femme et de la Famille, en poursuivant la Semaine nationale de la femme, a organisé ce matin un atelier de vulgarisation des études sur le genre au Palais du Peuple. Cet atelier est présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Hassan, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdoun, la directrice de l'Observatoire du genre du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Choukri Hussein Djibah, et ainsi que la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El Cheikh, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, l'assistante adjointe des Nations Unies à Djibouti. Il y a vu la participation de tous les points focaux au genre des différents ministères sectoriels, les élus locaux et les associations. Il avait 2 thèmes dans l'étude sur l'évolution de la situation de la femme à Djibouti entre 2000 et 2018, et ainsi que l'étude sur la représentativité des femmes dans la fonction publique et la protection de l'enfant. Pour Djibouti, parce que nous pensons que vraiment c'est un des droits les plus importants de la femme à Djibouti, qu'on doit travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut éliminer le FGM à Djibouti. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle pour restituer une série d'études, d'enquêtes
de travail effectué par le ministère de la Femme et de la Famille en partenariat avec les différents partenaires du système des Nations Unies. Ces études, aujourd'hui, vont vous être restituées par le ministère de la Femme et de la Famille, une série de travail effectués en courant l'année 2019. Et si je ne me trompe pas, c'est cette étude. Cette étude, enquête et, on va dire, information recueillie sur le terrain. Il s'agit d'une étude sur la femme et la diplomatie, une étude sur la femme en uniforme, une étude accès à la femme au microcrédit, une étude concernant la femme dans la fonction publique, une étude sur la situation de la femme de 2020 à 2018, une étude sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, les engagements que la République de Djibouti a pris en matière au niveau international tels que Benjin. Comme vous le savez, nous sommes en train de fêter 25 ans de Benjin. Nous avons essayé de voir ces engagements que nous avons pris au niveau international où nous en sommes. Vous savez que nous avons une politique nationale du genre. Donc pourquoi tout ce travail? C'est une question qui doit se poser. Parce que nous avons jugé nécessaire au sein du ministère de la Femme et de la Famille de faire un arrêt sur image, savoir ces engagements que nous avons pris au niveau national et international, où nous en sommes. Le but, c'est de pouvoir aussi, une fois que tout ce travail est effectué, voir quels sont les manquements pour pouvoir entreprendre des actions pour compléter, améliorer, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est un travail fastidieux qui a duré toute une année. J'espère que vous allez apprendre beaucoup. J'espère que vous allez y contribuer. Et nous comptons sur vous, comme je le dis et je le répète, pour pouvoir, bien sûr, participer à cet atelier, voir ce que le gouvernement a effectué, apporter votre contribution à ce travail effectué, mais surtout, être nos relais auprès de la population et au sein du pays. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors de cet atelier. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale pour les droits de la femme. Dernier résultat que nous avons sur justement cette thématique des mutilations génitales féminines et des violences faites aux femmes. Et c'est très important parce que nous avons réalisé des grands progrès à Djibouti en matière de lutte contre les MGF. Et par exemple, en 2002, la prévalence des mutilations génitales féminines était de plus de 90%. Et aujourd'hui, d'après les résultats de l'enquête sur les MGF et les violences faites aux femmes, nous sommes à 70%, mais c'est pour toutes les femmes, de tous les âges. Mais si on prend les groupes d'âge, c'est-à-dire les générations les plus récentes, les jeunes filles qui ont moins de 14 ans, le taux de prévalence des MGF est très très faible et c'est très très encourageant. Par exemple, nous avons, pour ce qui est du milieu urbain, 13% des filles qui sont excisées à moins de 14 ans. Ça veut dire qu'il y a 87% qui ne le sont pas. Et cela demande bien sûr beaucoup d'efforts pour que ces 87% de filles ne le soient jamais. Et c'est une très grande avancée par rapport au passé. Tout à fait autre chose. Un protocole d'accord de partenariat pour la coopération 2020-2021 a été signé entre le ministère des Affaires sociales et l'UNICEF. Cette signature de convention s'inscrit dans le cadre de l'opération de la stratégie nationale de la protection sociale 2020-2021. L'objectif de cette convention est de mettre l'accent sur les familles en particulier et la protection de l'enfant. En paraphant le mémorandum d'entente, Mme Ousmane Aden et Mme Melva Johnson se sont félicitées de la collaboration de leur institution et ont respectivement souligné l'importance que revêt ce partenariat dans la consolidation de la résilience des populations vulnérables en général et des enfants en particulier face aux affres de la pauvreté. Dans son discours, même la représentante a mis l'accent sur le travail important des travailleurs sociaux en termes de la prise en charge des familles vulnérables. Volontaire de le pays de Djibouti d'assurer cet impératif des ODD, de ne laisser pas personne à côté. Les politiques et les initiatives de le gouvernement. Le plan d'action maintenant va continuer à renforcer le système de protection sociale de le pays. Nous croyons que Djibouti est vraiment en train d'établir un système fort de protection sociale
et que Djibouti a des exemples et des pratiques que doit partager avec les autres pays. La ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, a de son côté, après avoir remercié la représentante de l'UNICEF, a mis l'accent sur le renforcement des capacités des travailleurs sociaux, des proximités officiant dans les guichets sociaux, l'appui technique au département ministériel des Affaires sociales et de l'amélioration du qualité du service social. Écoutons-la. Et la synergie entre nos actions ont toujours montré vraiment des résultats assez palpables et concrets. Ce plan de travail annuel 2020-2021 rentre dans une continuité et répond aussi à des domaines ou des actions de la stratégie nationale de protection sociale. Il va dans un sens pour accompagner le ministère à encore améliorer ses activités, notamment en termes de capacité humaine, à travers tout le travail fourni par les travailleurs sociaux. Également rentre dans une dynamique de pouvoir développer l'ensemble des actions ou bien pratiques qu'on doit mettre en place ou bien donner à nos populations pour avoir les meilleures pratiques sociales et vraiment faire face aux conditions de vie difficiles. Ce plan d'action pour nous reflète vraiment une trajectoire, ou bien une orientation qui nous encourage encore à aller vraiment dans le même sens et vraiment aller au-delà des limites qui sont fixées. La protection sociale est une question qui est assez large, qui est assez complexe et qui demande à être toujours revue, révisée ou bien mieux orientée. Et notamment la question de comment arriver à mettre en place un bon système de protection sociale en termes de financement ou en termes de capacité ou de mécanismes utiles. Dans le cadre de notre grand angle sur les régions, ce soir, nous allons faire un focus sur la ville d'Ali Sébié. Hier soir, nous avons évoqué la nouvelle agence d'Ali Sébié qui est en charge du collecte et la gestion des ordures ménagères. Cette agence a sa raison d'être dans la mesure où la ville s'agrandit de jour en jour. Un magazine de la rédaction sur cette expansion fulgurante que connaît la ville d'Ali Sébié. La région d'Ali Sébié connaît ces dernières années un regain d'activité économique, ce qui, naturellement, s'est traduit par l'agrandissement de la ville. À l'entrée et à la sortie du chef-lieu, des chantiers apparaissent régulièrement. Le secteur du bâtiment est ainsi en plein essor. En outre, avec l'accroissement démographique, ces nouveaux chantiers prennent de plus en plus d'ampleur. Les propriétaires sont fonctionnaires, commerçants ou de la diaspora originaire de cette région. Beaucoup résident sur place et pour les restes, il s'agit de conserver ces liens affectifs d'une contrée qui les a vus naître. Pour équilibrer et donner la chance à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, le gouvernement, à travers le ministère du Logement, a construit la première phase des premiers appartements de la ville. C'est sous l'égide de la ministre du Logement, Amina Abdi, que la cérémonie de remise des clés aux 30 familles retenues a eu lieu en mai 2018. Au cours de cette cérémonie, Amina Abdi a affirmé que ces bâtiments ont été construits par des entreprises de la région. Elle a rappelé que ces réalisations font suite aux réclamations des Assadjoug doléances auxquelles le président de la République a répondu par ses logements sociaux, le premier dans les régions de l'intérieur, a indiqué la ministre. Aujourd'hui, les familles récipiendaires profitent de ces appartements de type F3, un programme que le président de la République a hissé au rang des priorités nationales afin de faciliter pour chaque citoyen l'accession à un logement décent qui fait la joie des occupants. Je suis un jeune d'Ali Sébié et je viens de me marier récemment. Je suis l'un des bénéficiaires de ces logements sociaux. Nous n'avions pas ce type de logement et le président a pensé à nous, les jeunes mariés. Nous sommes très reconnaissants envers notre président. Nous remercions le président de la République pour ce logement. Pendant 30 ans, j'ai habité dans une maison de location et c'était très difficile à cause du loyer qui ne cessait d'augmenter. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants envers Dieu et souhaitons longue vie au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Selon le ministère du Logement, pour faire face au déficit dans ces secteurs, les pays vont se doter d'une banque de l'habitat. Objectif, assurer un accès à la propriété pour tous. On reste toujours à Ali Sébié, où la région d'Ali Sébié dispose des ressources multiformes, la culture en premier lieu, mais aussi et surtout des ressources humaines. Ali Sébié regorge de savoir-faire. La preuve, les nombres croissants de l'entrepreneuriat chez les jeunes.
Voici un magazine de la rédaction sur les jeunes entrepreneurs d'Assoudjouk. Depuis quelques années, des jeunes de la région d'Ali Sabieh ont décidé de marquer la différence et pris en main leur avenir. Leur objectif, développer la région en créant et en innovant à travers des petites entreprises. Fathia Idle est parmi ces jeunes. Elle s'est lancée dans la confection des tissus colorés, dans la culture maraîchère et la fabrication des savons durs pour linge et pour le corps. Elle est aujourd'hui un modèle de courage et d'audace entrepreneuriale pour la région. L'entreprise Halgan qu'elle a créée seulement il y a quelques années a imposé sa marque parmi les Assadjoug. C'est à Assamo que tous les produits sont fabriqués. Pour les savants, Fathia a formé 25 femmes et emploie actuellement 8 d'entre elles, des jeunes de la localité qui, au fil des années, ont acquis un savoir-faire dans la fabrication artisanale du savon dur, mais aussi dans la coloration et l'impression des motifs des tissus. Pour écouler ces produits, Halgan dispose d'un point de vente dans les chefs-lieux. Des efforts reconnus et récompensés par les grands prix du chef de l'État à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2019. Une fierté pour la région d'Ali Sabieh et une détermination pour Fathia Idle qui a investi sa récompense pour moderniser ses activités. Avec l'aide de Dieu, j'espère utiliser des machines pour la teinture des tissus et la fabrication des savons. Des machines qui produisent des savons naturels et j'ai déjà trouvé le local pour ça. En vérité, le prix que j'ai reçu m'a beaucoup aidé. J'ai commandé du matériel en Chine pour améliorer ma production et automatiser la chaîne. Comme Fathia, ils sont nombreux à entreprendre grâce notamment aux mesures incitatives mises en place par le gouvernement. Des mères des familles ont créé leur propre activité génératrice de revenus. Ainsi, Ali Sabieh commence aussi à se faire un nom grâce à sa confiture. Amina Saïd est l'une des productrices de la coopérative. Avec d'autres femmes d'Assamo, elle fabrique de la confiture à base d'orange, de goyave, des matières premières 100% naturelles. Un revenu supplémentaire qui aide sa famille dans le quotidien et la scolarisation de ses enfants. Avec les surplus, elle pense avec les membres de sa coopérative élargir son atelier. La vente de confiture a couvert beaucoup de mes besoins. Parmi ces besoins, j'assurais ceux des enfants. Il y a aussi les parts pour les membres de la coopérative. Avec une partie de l'argent gagné, j'achète des fournitures scolaires. Il y a toujours un manque quelque part et nous le comblons de cette façon. Djib Kanapé, c'est l'histoire d'un licencié en informatique industrielle qui a mis ses diplômes de côté pour se consacrer à sa passion, la transformation du bois. Abdulwahab Hassan, 27 ans, a monté son affaire il y a moins de 2 ans à son retour du Sénégal. À Ali Sabieh, il s'est fait très vite une réputation grâce à son savoir-faire. Aujourd'hui, il fabrique des armoires, des sofas et transforme des pneus usés en salon. Actuellement, il utilise les réseaux sociaux pour montrer ses créations. Il nous explique les modèles de sofas qu'il fabrique. J'ai appris à fabriquer des canapés au style européen qui ressemblent à ça et qui est rarement fabriqué à Djibouti. Souvent, c'est le style somalien ou arabe qu'on appelle le salon marocain, beaucoup plus large. Le modèle que j'ai fabriqué est un peu plus difficile, raison pour laquelle on en voit peu. Des initiatives qui contribuent à la création d'emplois et au développement de la région et méritent d'être soutenues et encouragées. C'est pourquoi la préfecture et les conseils régionaux appuient ces jeunes en trouvant sur place des nouveaux débouchés pour leurs produits. Un exemple pour nos autres régions. Autre actualité nationale, dans le cadre d'une vaste opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à Djibouti, organisée par l'Agence nationale des personnes handicapées en partenariat avec le ministère de la Santé, la caravane de l'opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées a débuté hier dans la préfecture d'Arta. Pour ce programme d'enregistrement biométrique, le directeur de l'Agence des personnes handicapées, M. Doual Sirid, s'est rendu à Arta avec la participation du préfet de Arta, M. Mohamed Cheikho, et le président du conseil régional. Ce programme a débuté dans le bon déroulement et les personnes handicapées se sont présentées en masse. Semaine, Inch'Allah Ta'ala. Nous remercions donc le directeur de l'Agence pour les handicapés qui a organisé cette opération d'enregistrement, ainsi que la présidente de la République qui tient beaucoup
à ce que, surtout Monsieur le Président de la République, qui tient beaucoup à ce que les handicapés, et surtout les personnes à besoins spéciaux, soient et bénéficient de tous les soins, de tous les services nécessaires pour qu'ils puissent, tous les avantages sociaux, pour qu'ils puissent participer à la vie sociale. De son côté, le directeur de l'Agence des personnes handicapées a indiqué que les personnes à besoins spéciaux sont venues des différentes localités pour pouvoir s'enregistrer au programme biométrique lancé par l'agence. Il a ainsi remercié le préfet et le président du conseil régional pour toute contribution menée de leur part pour le bon déroulement de ce programme. Il a aussi remercié les forces armées et la gendarmerie de la région. Enfin, le directeur a précisé que ce programme va se poursuivre dans toutes les régions de l'intérieur. Une cérémonie de remise des trophées a été organisée sous l'égide de l'ambassadeur saoudien à Djibouti, Abdulaziz Ben Abdallah Al-Madr, pour la compétition interscolaire entre les écoles arabes qui a eu lieu hier dans les écoles saoudiennes à Djibouti. Le concours dénommé Concours de l'ambassadeur, initié par les arabissantes qui étudient en langue arabe, a rassemblé plusieurs écoles. La cérémonie de remise de trophées a eu lieu aussi pour les mémoriseurs de 30 chapitres du Saint-Coran, jeunes filles et garçons. Les festivals culturels ont présenté les différentes gastronomies culturelles de plusieurs, à savoir Djibouti, saoudien, yéménite, égyptien. La cérémonie était riche en couleurs et plusieurs danses culturelles ont été présentées, notamment djiboutien, yéménite ou égyptien. Le premier gagnant de la compétition interscolaire était l'école saoudienne et le deuxième était l'Institut islamique saoudien. Et les différents lauréats, les organisateurs de la belle cérémonie se sont vus octroyer les cadeaux comme des téléphones portables de la main de l'ambassadeur saoudien. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité publique, la police nationale a pris part ce matin à une opération de nettoyage de grande envergure. C'est aux premières heures de la matinée que tous les éléments de la police nationale ont été déployés dans plusieurs grandes artères de la capitale. Munis de pelles, de pioches et de râteaux, les hommes de la police nationale ont été déployés à l'avenue Nasser et l'avenue 26 pour nettoyer et ramasser les ordures et les autres détritus. À travers ces actions de nettoyage, il s'agit de sensibiliser la population afin de prendre le relais pour garder notre ville propre et saine. Pour ce faire, les hommes de la police nationale n'ont pas ménagé leur effort car le bien-être de la propriété reste l'affaire de tous. Plusieurs grandes artères ont donc été nettoyées. Les détritus ont été ramassés. Ces opérations de nettoyage entreprises par les hommes de la police résultent d'une volonté gouvernementale afin de lutter contre l'insalubrité publique. Il est rappelé que désormais, il n'aura plus toléré que les habitants de chaque quartier de la ville Djibouti et de la périphérie déversent des eaux usées sur les voies publiques et laissent des ordures sur les bords des routes. De lourdes sanctions seront désormais appliquées contre tout contrevenant. Actualité internationale, l'armée américaine a annoncé avoir entamé son retrait en Afghanistan, prévu dans l'accord signé avec les talibans pour porter ses effectifs à 8600 militaires dans les 135 jours. Les forces américaines en Afghanistan maintiennent tous les moyens militaires nécessaires pour les opérations contre les djihadistes d'Al-Qaïda et du groupe d'État islamique. Et pour soutenir les forces afghanes, a précisé dans un communiqué leur porte-parole. Cette annonce intervient quelques heures après que le chef de l'État, Ashraf Ghani, et son principal adversaire, Abdullah Abdullah, se sont tous les deux déclarés présidents. L'Afghanistan plonge le pays dans une crise institutionnelle alors que d'importantes négociations avec les talibans doivent bientôt démarrer. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.